BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. Vous êtes dans l'émission qui fait de vous de meilleurs investisseurs ou qui essaye. Nous parlions en début d'émission de Shein qui est en train de projeter une entrée en bourse du côté de New York. Je vous ai parlé de sa valorisation. Le groupe espère lever jusqu'à 90 milliards de dollars. Il semblerait que j'ai dit 90 millions tout à l'heure, mais bien sûr 90 milliards de dollars. Merci à Guillaume Sommerer qui est aux manettes de BFM Bourse qui nous écoute attentivement. Voilà, Shein. Est-ce qu'on veut vraiment investir dans la fast fashion ? En tout cas, la valorisation espérée par le groupe, ce serait 90 milliards de dollars. Ce qui me permet de vous dire que la bourse, c'est tous les jours de 15h30 à 18h avec Guillaume Sommerer et toute l'équipe de BFM Bourse. Et puis bien sûr, à toute heure du jour et de la nuit, en podcast et en replay sur notre antenne. C'est l'heure de répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous allons parler tokenisation. Et notre invité pour décrypter ce sujet, c'est Enzo. Allô, bonjour Enzo. Bonjour Lorraine. Vous êtes le président de cryptopatrimoine.fr. Avec vous, on va décrypter, une tendance, ou en tout cas quelque chose qu'on observe, que les banques sont en train d'appréhender, de prendre entre leurs mains, c'est la tokenisation. Alors on va faire un petit exercice de définition. On va donner un peu de contexte. HSBC est la première grande banque britannique, à mettre des lingots d'or dans la blockchain. À quoi ça ressemble très concrètement ? Tout simplement, c'est-à-dire qu'on a le modèle actuel où on va pouvoir titriser pour une société soit des parts de capital, soit des créances, de la dette. Et en fait, ce processus-là, aujourd'hui, il est écrit et on va en fait connaître le bénéficiaire et la manière dont la transaction a été réalisée de cette manière-là. Le fait de le faire par écrit avec des acteurs, des experts, alors des avocats, des commissaires aux comptes, ça coûte un petit peu de sous. L'intérêt de la tokenisation, c'est qu'on va pouvoir utiliser la technologie de la blockchain, donc ce qu'a fait HSBC, pour pouvoir tokeniser une part d'or. Alors ça a plusieurs intérêts. Ça fait que par exemple pour les investisseurs, on va pouvoir acheter jusqu'à 0,001 lingots d'or. Ça va pouvoir avoir comme intérêt pour l'investisseur que ce soit moins cher, que ce soit plus liquide, etc. Donc ça permet, fin de compte, de pouvoir s'exposer plus facilement pour des plus petits montants à différents actifs. Et là, HSBC, pour le coup, est la première grande banque à réaliser ce type d'opération. Oui, mais pas la seule. Il y a plein de banques qui ont dans les tuyaux des projets de tokenisation et plus largement des projets adossés sur la blockchain. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques initiatives ou quelques projets ? Bien sûr, il y a quelques grandes banques, alors américaines surtout aujourd'hui, qui se lancent vraiment dans les produits. Vous avez JP Morgan et Barclays qui ont tokenisé des parts de fonds monétaires. Alors ça démarre en fait aujourd'hui avec des produits, des actifs qui sont assez peu volatiles et plutôt liquides, ce qui diminue le risque de pouvoir... De toute façon, ils font les coups des franches sur ce genre de nouvelles technologies, donc c'est des tests. Et ensuite, en fait, ces parts de fonds monétaires qui ont été tokenisés ont été servis comme collatéral pour des transactions de gré à gré entre les deux banques. Donc ça permet en fait aujourd'hui de tokeniser un actif qui est assez peu liquide, par exemple, et de s'en servir comme collatéral. Donc c'est-à-dire qu'on va typiquement, alors c'est pas une hypothèque, mais ça ressemble un petit peu, c'est-à-dire qu'on va le mettre en gage et en fait, ça sera utilisé pour pouvoir emprunter sur les marchés, typiquement. Donc, Enzo, d'après vous, pourquoi cet engouement et je dirais même pourquoi cette communication autour de l'engouement ? Il y a des chiffres qui sont assez porteurs. Alors, on a Binance Research, typiquement, qui a publié une recherche. Alors, aujourd'hui, ça équivaudrait à 0,4% du PIB mondial. Donc, c'est l'équivalent de 310 milliards de dollars, ce qui est beaucoup. Alors, après, c'est Binance Research. Donc, on va avoir un biais. Donc, je suis allé voir du côté d'EY et McKinsey et ça porterait d'ici 2030 jusqu'à 5 000 milliards d'équivalent de volume. Donc, c'est assez grand. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que pour les banques, elles vont pouvoir économiser sur les délais de traitement, sur les différents modèles opérationnels, sur les coûts des équipes pour gérer normalement ces processus qui sont traditionnels. Quand on a normalement une équipe, admettons, de 10 personnes pour gérer tout ça, là, on n'en aura peut-être que 2 ou 3, puisque tout le reste sera informatisé, automatisé, etc. Donc, c'est bénéfique pour l'investisseur, puisque ça lui coûtera moins cher de pouvoir s'exposer à des marchés qui, aujourd'hui, parfois, lui sont difficiles d'accès, comme le private equity. On va pouvoir tokeniser, on va pouvoir permettre de financer assez facilement des porteurs de projets grâce à cette tokenisation, que ce soit en Afrique ou en Europe de l'Est ou aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Et pareil pour l'immobilier. On a différents produits qui existent. On peut maintenant acheter des parts d'immobilier pour 50 euros. Alors,
Il y a encore des problématiques, j'imagine qu'on en parlera un petit peu après, mais pour un investisseur français aujourd'hui, on va pouvoir bientôt s'exposer un petit peu d'immobilier en Asie, un petit peu d'immobilier en Afrique, en Amérique du Sud, etc., depuis la France et de manière complètement transparente. Bon, évidemment, vous êtes pro, vous Enzo, vous êtes pro-tokenisation, si je puis dire. Ça soulève quand même quelques questions. On va évoquer effectivement quelques-unes des problématiques que la tokenisation et puis la blockchainisation peut poser. D'abord, il y a ce sentiment que c'est pas pour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Mais en revanche, alors moi, c'est ma position, mais en fait, pour l'investisseur, ça ne doit pas changer grand-chose. C'est-à-dire que pour moi, le fait qu'on lui dise que ce soit sur une blockchain, que ce soit tokenisé, etc., ça a très peu d'intérêt. L'intérêt pour lui, c'est que ça lui coûte moins cher, que ça soit plus liquide, qu'il y ait un marché secondaire, que ça soit animé, etc. C'est comme si pour vendre une application, j'allais vous dire, attendez, elle est faite en HTML++ Java. En réalité, derrière, ce qui se passe au niveau technique, on s'en fiche un petit peu. Quand on est un investisseur, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne et que légalement, fiscalement, réglementairement, tout soit bien, on va dire, en ligne avec ce que demande la réglementation. Donc aujourd'hui, ça commence à arriver. On est sur probablement une nouvelle utilisation de la blockchain. Alors, c'est déjà le présent, hein. Ça fait déjà quelques années que ça existe, mais qui maintenant se démocratise avec des grands acteurs bancaires, typiquement, qui le proposent, hormis des pure players qu'on avait il y a quelques années, comme par exemple Realty pour l'immobilier, qui, eux, étaient, je pense, les précurseurs. Ce sont des Canadiens qui ont lancé ça il y a quelques années. Donc, pas mal de différents projets qui pourraient justement faire un petit peu tout ça. Bon, il y a des problématiques propres à cette tokenisation de l'immobilier. Vous nous dites, voilà, on peut aller mettre des billes dans d'autres marchés, à l'étranger, etc. Reste que on a envie d'être documenté et donc parfois l'accès à l'information, même si le produit est facile à acheter, eh bien l'information derrière, elle n'est pas aussi facile d'accès. C'est ça. Typiquement, ça pose beaucoup de problématiques parce que vous avez des actifs qui par nature vont être internationaux, mais des réglementations qui vont être, elles, nationales. Et donc parfois ça peut poser quelques problèmes sur, par exemple en Europe, sur lequel on va renforcer la protection du consommateur, alors qu'aux États-Unis, ça va être un peu plus, on va dire, cow-boy. On va pouvoir lancer des produits plus facilement, que l'investisseur soit moins protégé, etc. Donc attention lorsqu'on choisit d'investir depuis la France vers d'autres pays, puisque les réglementations ne sont pas toujours les mêmes et que les protections, pour le coup, aujourd'hui, sont très faibles, voire inexistantes, en tout cas, puisque ces actifs ne sont pas encore réglementés au sens de l'AMF comme vraiment des actions, des obligations, des fonds, etc. Et donc, on n'a pas une normalisation européenne, typiquement. On a un domaine dans lequel on a l'impression que la tokenisation, les NFT et la blockchain a été adoptée et adaptée, j'ai envie de dire, c'est le domaine de l'art. Oui. Peut-être que ça fait moins peur parce qu'on parle d'investissement alternatif, on parle de pyramide, du haut des pyramides patrimoniales, contrairement à la HSBC, vous nous parlez de la tokenisation de l'or ou encore de l'immobilier. Il y a ce biais psychologique, on se dit en gros des billes en NFT, si je mets des billes dans des NFT adossés sur l'art, c'est pas grave si je les perds. C'est probablement, parce que en fait déjà quand on investit selon moi dans les actifs numériques, typiquement des NFT ou des cryptos tout simplement, c'est en bout de chaîne dans le processus d'investissement. Ça veut dire que normalement, on a quand même d'abord acheté un petit peu d'immobilier, en tout cas on a sa résidence principale, on a un PEA, on a un compte titre, on a une assurance vie et on va sur les actifs numériques, généralement plutôt en fin de chaîne. Et donc, bon, c'est pas qu'on peut se permettre de le perdre, forcément, le but c'est de sauvegarder, mais on a un peu plus effectivement d'investisseurs risqués sur ce genre de choses. L'intérêt c'est quoi? Alors pour le coup, autant acheter, si j'achète un NFT ou une part d'œuvre d'art, autant acheter quelque chose qui me plaît, puisque si effectivement ensuite ça ne vaut plus rien, j'aurai quand même grâce à ce genre d'actifs artistiques, un biais émotionnel que je peux garder pour moi, et même si effectivement je peux pas le revendre, ça ne me dérange pas puisque j'apprécie soit l'artiste, soit l'œuvre finie, etc. Amaury de Tonquédec, Monsieur Crypto, aux manettes de BFM Crypto, le club nous a rejoint. Bonjour Amaury. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. On parle de tokenisation, vous en parlez aussi au quotidien dans l'émission. Qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de la fin sur ce sujet, de l'engouement que cette tokenisation a l'air de susciter? On l'a dit, au milieu des banques, dans le milieu de l'art, mais aussi maintenant dans l'immobilier. On voit clairement que ça pourrait être dans les prochaines années un des narratifs les plus porteurs. On voit qu'il y a un pont qui est en train de se faire entre la finance décentralisée, l'écosystème Web3 et la finance traditionnelle. On le voit avec les ETF Bitcoin Spot qui risquent d'arriver dans les prochaines semaines aux États-Unis. On le voit aussi avec une
on voit que les plateformes, on le voit avec ce qui se passe avec Binance au niveau international, que la finance traditionnelle essaie un peu de casser, entre guillemets, les acteurs purement crypto et essaie de se faire une place dans cet écosystème. Donc on peut penser que après que les ETF soient acceptés, après que les cours des cryptos aient remonté, effectivement, la tokenisation d'actifs, Enzo l'a souligné, il y a beaucoup de banques et d'acteurs traditionnels qui s'y mettent. On peut estimer que ce soit une narrative vraiment porteuse. Vous l'avez dit, Enzo, le marché est estimé à combien à peu près? Vous l'avez dit tout à l'heure. 310 milliards et d'ici 2030, 16 000 milliards. Ça, c'est les chiffres de Binance. Donc, bon, faut recouper un petit peu aussi. Et donc, McKinsey, eux, planifient plutôt 5 000 milliards. Mais ce qui reste quand même aujourd'hui, une forte augmentation. Et effectivement, là, ce que je recoupe, c'est qu'il va quand même y avoir une clé pour ce succès-là. Aujourd'hui, des acteurs traditionnels, ça va être l'interopérabilité entre les actifs numériques qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que les systèmes simplement informatiques doivent pouvoir communiquer entre ces grandes banques qui sont sur des vieilles infrastructures informatiques, entre guillemets, et ces nouvelles technologies qui doivent se brancher entre elles. Aujourd'hui, c'est ce qui donnera, je pense, un petit peu la clé du succès de ce genre de token, plus des monnaies numériques de banque centrale, si elles sont bien codées, designées pour le grand public, c'est encore un biais qui portera plus facilement l'investisseur à pouvoir investir dans ce genre de token, puisque l'État, l'Europe, permettra de manière réglementée d'avoir des monnaies numériques de banque centrale. J'imagine la bataille de langage informatique entre des vieux systèmes informatiques bancaires en Python ou en je sais par exemple, quoi, qui et vont surtout se que ce sont heurter des rachats. C'est-à-dire que les banques, je prends là celle que je connais mieux pour y avoir travaillé pendant un moment, Société Générale, à 150 ans. Ils ont fait des rachats de banques un peu partout dans le monde. C'est déjà des millefeuilles d'infrastructures informatiques qui ont été branchées entre elles. C'est des projets qui coûtent énormément d'argent. Ça se compte en millions d'euros. Ça se compte en plusieurs années, etc. Effectivement. Et donc, pour elles, se lancer vers une nouvelle technologie, c'est dire... On met de notre côté tout le système informatique qu'on a mis des dizaines d'années à développer. Donc aujourd'hui, il faut aussi que la blockchain fasse un pas vers ce monde, en gros, un petit peu traditionnel, pour leur permettre de se brancher un petit peu en plug and play, si c'est possible, vers ces nouveaux réseaux. Et ça faciliterait aussi grandement l'adoption. Voilà, le chantier d'interopérabilité. Amaury, de quoi on parle tout à l'heure dans BFM Crypto, le club? On va voir que peut-être que Bitcoin est l'actif qui aura le plus performé cette année. Pour l'instant, on est à plus 130%, en comparaison, l'or plus 16%. Le S&P 500 plus 15 et le Nasdaq plus 70. Alors on va voir que c'est pas si simple que ça, qu'il y a un ratio de rendement risque à prendre, mais pour l'instant, le Bitcoin serait l'actif un des plus gros actifs qui a le mieux performé cette année. On va faire justement une étude un peu de sa corrélation avec le Nasdaq, qui est de moins en moins forte. On va voir aussi, on va parler du halving qui approche, qui devrait avoir lieu en avril 2024. Donc on le rappelle, le halving, c'est le nombre de Bitcoin reçus par les mineurs qui est divisé par 2, ce qui augmente sa rareté tous les 4 ans. Et souvent, en tout cas après chaque halving, historiquement, dans les semaines et mois qui ont suivi, on a eu une appréciation du cours du Bitcoin. On verra l'année prochaine si c'est le cas cette année. Merci beaucoup à Amaury de Tonquédec aux manettes de BFM Crypto, le club tout à l'heure à 15h en direct, 21h30 sur notre antenne et puis bien sûr à toute heure du jour et de la nuit en podcast, comme cette émission. D'ailleurs, je vous rappelle que toute l'émission est disponible en podcast tous les jours. Elle est branchée juste après le direct, disponible juste après le direct. Merci beaucoup à vous Enzo. Merci Enzo d'avoir été avec nous, d'avoir décrypté ce phénomène de tokenisation. Enzo Allo, président de cryptopatrimoine.fr avec un tiré du 6 entre crypto et patrimoine.